Tu crois que les humains ont arrêté de se manger entre eux parce que ça leur semblait mal? La morale n'y était presque pour rien. Des études révèlent que nos ancêtres ont abandonné le cannibalisme pour trois raisons plus froides et plus étranges. Et la dernière a transformé notre cerveau. Les humains anciens se mangeaient-ils vraiment entre eux? Pas comme une histoire d'horreur, comme un mardi ordinaire. Voici ce que les scientifiques ont découvert. Les archéologues continuent de sortir des grottes des ossements portant de petites marques de découpe, du genre de celles que laisse un boucher, sur des os humains. Si c'était si courant, qu'est-ce qui les a poussés à arrêter? Mais d'abord, comment savons-nous seulement qu'ils l'ont fait? Prenons le temps de ralentir. Il existe deux formes de cannibalisme, et les confondre fait s'effondrer toute l'histoire. La première est nutritionnelle. On mange une personne parce qu'on a faim et qu'une personne, c'est de la viande. C'est aussi simple que ça. La seconde, c'est le rituel. Tu les manges parce qu'ils comptaient, ou qu'ils étaient l'ennemi, ou parce que la cérémonie l'exigeait. Tous deux laissent des os derrière eux. Tous deux laissent des traces. Mais leur signification est très différente. Et ce n'est pas une question marginale. Il est au cœur de ce que nous sommes. Nous nous disons que l'humain est l'espèce qui trace des lignes. On ne mange pas ça. On ne traverse pas par là. Mais nos ancêtres, eux, franchissaient la plus grande des frontières, tranquillement, pendant des milliers d'années. Il faut se demander ce qui a changé, ce qui a reconfiguré la ligne. Les preuves sont partout, dès qu'on commence à regarder. La grotte de Gough en Angleterre, 14 000 ans. Des crânes humains transformés en coupes. Des os longs brisés pour en extraire la moelle. Celui qui a fait ça savait ce qu'il faisait. Il avait de l'expérience. Atapuerca, en Espagne, près de 800 000 ans d'âge. Des ossements d'enfants portant les mêmes marques de boucherie que les os de cerf retrouvés juste à côté. Les mêmes outils, la même technique. Des Néandertaliens, en France, en Croatie, en Belgique, le même schéma se répète. Il s'avère que c'était courant. Pas universel, mais courant. Assez fréquent pour qu'on cesse de parler de choc et qu'on commence à parler de données. Abonnez-vous. Ensuite, nous demanderons pourquoi ils ont arrêté. Alors si c'était normal, qu'est-ce qui les a fait s'arrêter? C'est là que ça devient étrange du point de vue de la survie. Manger des gens, c'est horrible, et pas pour la raison que vous croyez. L'humain est une mauvaise proie, lent, sans griffes. Mais nous ripostons ensemble, avec des objets tranchants, et nous gardons rancune. Un lion dévore un zèbre, le troupeau oublie. Tu manges un humain, et son frère marche 30 km pour te retrouver. Nous sommes des proies qui se souviennent. Sur le plan calorique, nous ne sommes pas non plus une très bonne nourriture. Des scientifiques ont d'ailleurs fait le calcul sur cette question précise. Le corps d'un adulte moyen contient environ 125 000 calories d'énergie utilisable. Ça paraît énorme. Ce n'est pas le cas. Répartissez ça entre 25 chasseurs affamés et vous avez offert à chacun à peine un jour et demi, peut-être deux. Un seul gros cerf vous apporte à peu près autant de calories, et sans les conséquences sociales. C'est tout le paradoxe. Un humain, c'est un repas bon marché au coût social catastrophique. Tu nourris ton groupe brièvement et perdre toutes vos alliances. Vous brûlez un pont construit pendant des années pour des calories qui s'évanouissent en une seule journée. Les scientifiques qui étudient les protéines, les graisses et la masse musculaire arrivent toujours à la même conclusion. Le cannibalisme est inefficace. Tout simplement, ça ne vaut pas la peine. Les ancêtres qui en dépendaient comme stratégie perdaient discrètement face à ceux qui choisissaient presque n'importe quelle autre option. Mais la première fissure dans cette habitude fut invisible et mortelle. Imaginez-vous dans un petit groupe des hautes terres. Une cinquantaine de personnes peut-être. Quelqu'un meurt. Vous lui rendez hommage comme votre grand-mère vous l'a appris. Vous le mangez. Plus précisément, les femmes de votre communauté mangent le cerveau, car c'est la partie qui transmet l'esprit. Le peuple forêt de Papouasie-Nouvelle-Guinée a pratiqué exactement ce type de cannibalisme funéraire jusqu'au XXe siècle. Vraiment. Et ce qu'ils ont découvert, à leurs dépens, c'est que le cerveau peut dissimuler un tueur tapi à l'intérieur. On l'appelle le kourou.
Une maladie à prions. Ni un virus, ni une bactérie, une protéine mal repliée qui détourne votre cerveau. Elle ne grandit pas et ne se reproduit pas, mais elle convainc d'autres protéines de votre cerveau de se replier mal aussi. Une fois lancée, impossible à arrêter. Vous tremblez, vous perdez l'équilibre. Vous riez sans pouvoir vous arrêter. Kourou signifie la maladie du rire. Puis vous mourrez. Aucun remède n'existe. Pendant des années, personne ne savait d'où ça venait. Il s'avère que ça provenait du fait de manger le cerveau des personnes infectées. Les prions traversaient la cuisson, la digestion, tout. Dès que les forêts ont cessé cette pratique, le kourou a commencé à disparaître rapidement. Mais les études révèlent quelque chose de plus étrange. Dans les populations ayant une longue histoire de cannibalisme, les généticiens ont découvert une variante du gène prion qui confère une résistance à la maladie. La sélection naturelle a réécrit l'ADN humain pour protéger ceux qui ne pouvaient s'empêcher de se dévorer entre eux. Chaque être vivant aujourd'hui en porte l'empreinte. Réfléchissez-y. Les consommateurs mouraient plus jeunes. Les consommateurs avaient moins d'enfants. Les non-consommateurs et les résistants les ont peu à peu surpassés en nombre, au fil des générations. Le cannibalisme n'a pas été interdit par les anciens. Il a été puni par la biologie, en silence, pendant des milliers d'années, jusqu'à ce que la balance bascule. Mais la biologie seule n'y a pas mis fin. Quelque chose a changé sur le plan social. Voici la partie qui m'a surpris quand je l'ai lue. Les scientifiques qualifient l'être humain moderne de super prédateur. Non pas à cause de dents énormes ou d'une poigne d'acier, mais parce que nous coopérons. Un humain seul dans la savane est triste. 20 avec des bâtons abattent n'importe quoi. La coopération, voilà notre griffe, notre venin. Et ce qui est génial avec la coopération, c'est qu'elle se démultiplie. 2 personnes qui travaillent ensemble font plus que 2 personnes qui travaillent seules. Mais 20 personnes qui travaillent ensemble peuvent accomplir bien plus que 20 individus isolés. Un groupe de chasse, une route commerciale, un feu partagé, un voisin qui surveille tes enfants pendant que tu vas pêcher. L'arithmétique de la coopération est généreuse. Cela rapporte plus que ce que tu y investis. Chaque relation vaut bien plus que le repas qu'on obtient en la détruisant. Un voisin comme allié te nourrit toute la vie. Un voisin comme dîner te nourrit un seul jour. Une fois les réseaux d'échange établis, dès qu'on troque du silex contre des coquillages, les gens de l'autre côté de la colline partagent leur eau pendant les sécheresses. Parce que tu as partagé le tien l'été dernier, manger l'une de ces personnes, ce n'est plus un repas, c'est la faillite. Vous ne perdez pas seulement la relation, vous perdez toute la toile dans laquelle cette relation était tissée. Et les groupes qui ont compris cela, intentionnellement ou par hasard, ont commencé à surpasser ceux qui ne l'avaient pas compris. Ils avaient plus de nourriture, plus d'alliés, plus d'enfants qui survivaient. Les groupes cannibales devenaient plus petits et plus isolés. Les groupes coopératifs sont devenus plus grands et plus connectés. Personne n'a eu besoin de faire de discours. La stratégie l'a simplement emporté. Et puis quelque chose de plus étrange s'est produit. Ils ont commencé à se voir eux-mêmes. C'est la partie qui transforme véritablement notre cerveau. Quelque part entre 300 000 et 100 000 ans, les humains franchissent un seuil cognitif majeur. La chronologie est floue et les gens en débattent. Nous développons ce que les psychologues appellent la théorie de l'esprit. La capacité d'imaginer ce qu'une autre personne pense. De modéliser ses pensées comme si elles étaient les nôtres. Nous développons aussi la conscience de soi, cette boucle récursive qui fait que nous savons que nous savons que nous savons. On le voit dans l'archéologie. Des sépultures commencent à apparaître. Pas des amas d'ossements, des sépultures, disposées intentionnellement. Des corps avec des fleurs, parfois avec des outils, parfois peints à l'ocre rouge. Un corps dans une tombe, c'est une déclaration. Il est écrit que cette personne était une personne. Pas de la viande, pas une chose. Quelqu'un avec un nom, avec une histoire. Quelqu'un dont la place dans le groupe ne disparaît pas lorsque la respiration s'arrête. Dès l'instant où l'on imagine la vie intérieure d'un autre, les manger devient compliqué. Pas impossible, pas même interdit, juste compliqué.
Le corps cesse d'être une source de calories. Cela commence par être un ancien quelqu'un. C'est pourquoi le cannibalisme rituel prend le pas sur le cannibalisme nutritionnel à cette époque. Les gens continuent de manger des gens, mais la raison change. Ils mangent pour honorer. Ils mangent pour absorber une âme. Ils mangent pour garder les morts à l'intérieur des vivants. Manger les siens devient une cérémonie, et non un repas. Cela compte, parce que le cannibalisme ne disparaît pas brusquement. Il se transforme. L'acte demeure. Le sens, lui, change lentement au fil des générations. Nos ancêtres ne se sont pas réveillés un matin pris de dégoût. Ils ont lentement cessé de voir leurs morts comme une nourriture en soi. Ils ont commencé à les voir comme leurs semblables. Ce qui soulève une question plus sombre. Qui restait au menu? Parce que voilà la vérité. Les tiens que tu enterres, les tiens que tu honores, les tiens dont tu gardes le crâne, c'est votre groupe. C'est l'intérieur. Mais en dehors de ce groupe, les règles sont complètement, totalement différentes. Les sites archéologiques d'Europe et des Amériques révèlent une tendance évidente. Le cannibalisme nutritionnel au sein des communautés disparaît peu à peu. Un autre genre apparaît, le cannibalisme guerrier. On attaque la vallée voisine, on tue les ennemis et on les mange. Non pas pour les honorer, pour les dominer, pour les effacer de la terre et de la mémoire à tout jamais. Vous le voyez sur des sites du sud-ouest américain il y a 1000 ans, vous le voyez dans les rituels aztèques, on le voit dans l'Europe de l'âge du fer. Manger un ennemi, c'était une façon de dire qu'ils n'étaient pas vraiment humains. Ils étaient plus proches des animaux, plus proches des proies. La frontière entre nous et eux s'est tracée dans les crocs. Et voici la partie lente de l'histoire. Le cercle des nôtres s'élargit, douloureusement, de manière inégale, au fil de milliers d'années. D'abord, c'est ta famille, puis ton clan, puis ton village, puis ta tribu, puis quiconque parle ta langue, puis tous ceux qui te ressemblent, puis tous ceux qui commercent avec toi. Le cercle moral ne cesse de s'élargir. Et à mesure qu'il s'élargit, la catégorie de gens que vous mangeriez ne cesse de rétrécir. Jusqu'à ce que finalement, la réponse soit personne. Pas vraiment à cause d'une règle, plutôt parce qu'il ne reste plus personne, en dehors du cercle qui compte encore comme non-humain. C'est une drôle de façon de décrire la morale. Mais c'est ce que montrent les preuves. Nous ne sommes pas devenus bons. Nous avons élargi la définition de ce qui compte. Alors qu'est-ce qui a finalement fait basculer l'espèce tout entière? La réponse honnête, il n'y a pas un seul moment. Aucune date dans un manuel. Aucun concile antique ne l'a voté. Il n'y a pas eu de commandement venu d'une montagne qui ait actionné l'interrupteur. Au lieu de cela, 4 forces différentes ont convergé lentement. Au fil de dizaines de milliers d'années, quelque part dans leur chevauchement, le cannibalisme a discrètement cessé d'être rentable. Les forces se sont accumulées. La maladie l'a rendue dangereuse. La coopération l'a rendue stupide. La conscience de soi l'a rendue étrange. Puis vint la 4e force. Quelque part il y a environ 12 000 ans, l'agriculture. Dès lors qu'on peut cultiver le blé, dès lors qu'on peut élever des chèvres, dès qu'on peut stocker du grain dans une fosse et le manger l'hiver suivant, l'excuse des calories disparaît. La famine existe encore, mais le cannibalisme régulier dicté par la faim, qui servait autrefois de recours, dispose désormais d'une meilleure alternative. On ne mange pas son voisin, on mange le pain de son voisin. C'est la fin discrète de la pratique. L'agriculture n'a pas mis fin au cannibalisme à elle seule. Mais elle en a supprimé la dernière raison pratique, lentement et discrètement. Retirez la raison pratique, et il ne reste que la raison sociale, qui évolue depuis déjà 100 000 ans. Le tabou n'apparaît pas d'un seul coup. Il se cristallise, se durcit, devient quelque chose que l'on n'ose même plus dire à voix haute. Au moment où apparaissent les premiers récits écrits, le cannibalisme est déjà le critère utilisé pour qualifier les autres peuples de sauvages. D'autres tribus, d'autres religions,
d'autres, quels qu'ils soient. Le tabou est si profond qu'on oublie que c'était autrefois la norme. Mais voilà, ce tabou révèle quelque chose de dérangeant sur nous aujourd'hui, sur le fonctionnement réel de la morale. Parce que les tabous ressemblent à de la morale, on les ressent comme de la morale, mais en dessous, la plupart ont commencé comme des stratégies de survie déguisées en morale. Ne mange pas de porc, utile dans un climat chaud avant la réfrigération. N'épouse pas ta cousine, les enfants tombés malades. Ne mange pas ton voisin, utile, parce que ton voisin valait plus vivant que mort. Calcul de survie, à chaque fois. Nous habillons de vieilles équations de survie d'un langage moral, puis nous oublions les équations, et seul le langage demeure. Ce n'est pas une vision cynique, c'est même magnifique. Le tabou du cannibalisme est désormais réel. Ce n'est plus un simple calcul. C'est un sentiment profond, gravé en nous par 100 000 ans de sélection naturelle, de culture et de remodelage du cerveau. Tu n'as même pas besoin d'y réfléchir. Ton ventre décide avant ton esprit. C'est dire à quel point c'est ancré en toi. Cette sensation est le fossile d'une stratégie qui a triomphé. Si cela te fascine, abonne-toi, d'autres curiosités t'attendent. Mais cela devrait vous rendre prudent, parce que nous traçons encore des frontières. Nous avons toujours un dedans et un dehors. Nous décidons encore qui compte comme pleinement humain et qui compte comme moins. Nous ne mangeons plus l'extérieur, mais nous les traitons selon des règles différentes, une empathie différente, des calculs différents. Le cercle ne cesse de s'élargir, sans jamais se refermer. Aucune génération ne l'a jamais eu entièrement tracé. Imagine que tu es un ancêtre, il y a 20 000 ans, debout au-dessus d'un corps, à peser le choix, manger ou enterrer, utiliser ou honorer. Tu ferais le calcul dans ta propre langue. La faim, l'esprit, le groupe, l'honneur, des mots qui semblaient éternels. Et quelqu'un, dans 20 000 ans, pourrait se retourner pour regarder. Ils verront nos choix d'aujourd'hui, dans notre langage des droits, du progrès et de la raison, et ils reconnaîtront la même chose. Une espèce qui fait ses calculs de survie et appelle ça de la morale. Ce n'est pas faux, c'est juste, humain. Ce que nous refusons de manger en dit long sur nous. L'espèce qui a appris, lentement, douloureusement, accidentellement, à considérer de plus en plus de créatures comme des siens, y compris les uns les autres, surtout entre eux. Et ça nous pousse à nous demander quel tabou nous sommes peut-être en train d'inventer en ce moment même, sans nous en rendre compte. Si ça t'a intrigué, je fais des vidéos sur les choses qui m'intriguent. Cette chaîne, c'est moi qui réfléchis à voix haute. Abonne-toi si t'en veux plus. La prochaine vidéo parle de ce qui faisait vraiment peur aux humains anciens dans l'obscurité. Attention spoiler, c'était pas ce dont nous avons peur aujourd'hui. Restez